mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 23 juillet de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de l'IBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette autre édition de votre émission favorite. Au cours des 2 heures à venir donc, nous allons décrypter l'actualité car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale, par conséquent on s'accroche aux rumeurs à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bonjour d'abord à bonjour à vous, ne vous inquiétez surtout pas, je vous ai laissé entrer dans la conversation comme ça. Oui, absolument. Je me suis laissé emporter par le vent de l'amour. Absolument. Et vous savez que c'est le dernier, en tout cas c'est le seul commandement que même la Bible recommande. C'est-à-dire aimer l'amour. C'est-à-dire tout tourne autour de l'amour. S'il n'y a pas amour, il n'y a même pas vie. Ça ne donne pas. Voilà. Comme disent souvent les gars au quartier, ça ne donne pas. Ça donne pas. Bonjour Alain Diok, ça va? Ça va très bien, malgré la pluie. Oui, mais bon, des cordes dans la ville de Douala. On est obligé d'être là, là. On est mouillé, mais bon, on est obligé d'être là le matin pour nos téléspectateurs. Cynthia Gomo, good morning and welcome. Good morning, Steve. Vous aussi, vous êtes venu sous la pluie? Yes, I came under the rain. I'm also wet. So. Désolé, hein, mais bon, il faut le dire, les aléas du direct. On vient sous la pluie, il faut venir. Et là, parfois, les gens nous voient à la télévision, se disent « Ah, il n'a pas pu sur eux ». Ils ne peuvent même pas imaginer qu'on est mouillé. Comme si on avait un hélicoptère. Non, on est mouillé. Ne vous inquiétez surtout pas. On parlait de Jacques Brel. Vous avez suivi Ne me quitte pas avec Wyclef Jean? Yeah, I did listen to how you guys were commenting about love and how love is everything, and I can only agree with you. Oui, justement, parce que là, en anglais, on dit « Don't leave me », c'est ça? Yeah, don't leave me. Ok, don't leave me. Dire ça quand même à une fille. Vous avez déjà dit ça à une fille au moins, ne me laisse pas tomber. Que ne me laisse pas tomber. Non, vous savez que en amour, j'ai l'impression que vous n'avez jamais connu l'amour. Non, c'est pas ça. C'est que en amour, l'homme doit être un peu réservé. Même s'il éprouve certains sentiments, mais il faut être un peu réservé parce que oui, il faut être un peu réservé. On n'est plus en Afrique au plus profond des entrailles, c'est pas moi. Non, le trifouille les oies dans les années, c'est pas moi. En fait, c'est un choix d'être un peu réservé. Et puis, je pense que quand on aime quelqu'un, il faut le lui dire. On lui dit je t'aime, on le lui crie. Oui, on peut crier sur tous les toits. C'est comme on dit, la foi sans les œuvres. Si vous manifestez votre amour par les œuvres, ça se voit. On n'a pas besoin de crier sur tous les toits. Avec tous les hommes. Love, of course, is both actions and its words. If you show me actions and you don't say anything, then I think it's not complete. And there's a saying that if you are not afraid of losing somebody, then you don't truly love them. So yes, d'accord. Bah oui, c'est vrai. Parce que mais il y en a aussi d'autres qui préfèrent justement les œuvres que te disent à chaque fois je t'aime, non, alors que les œuvres ne suivent pas. From time to time, you can say it. C'est quoi même les œuvres d'ailleurs que vous recherchez en amour? Moi, j'ai besoin de poser la question. C'est quoi les œuvres pour vous, Cynthia? Well, there are simple actions of love. There's care, there's respect. Oui, les petites attentions, quoi. Yes. Les petites attentions. Non. Quand les filles disent on a besoin de quelque chose, il faut les cadeaux, il faut l'argent. Of course, it's part of it also. Il y a un gars qui a dit que mon ami, donne-lui l'argent. Il faut lui donner l'argent. C'est toujours l'argent. Il faut arrêter quand même. On va pas toujours donner l'argent. C'est comme si on achetait l'amour. Non, c'est ça, c'est la vérité. L'amour, c'est pas l'argent. Moi, je pense pas que l'amour, c'est l'argent. Non, l'amour, c'est pas l'argent. C'est-à-dire que c'est un sentiment que l'on peut prouver vis-à-vis de l'autre. Mais je ne sais pas, parfois, on ne peut pas comprendre comment c'est arrivé. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel. Et donc, quand c'est surnaturel, on ne sait pas soi-même d'où ça vient. Et quand on ne sait pas d'où ça vient, je ne sais pas, c'est très fort au niveau où parfois il faut exprimer ça pour les uns. Pour d'autres, il faut être un peu réservé parce que parfois aussi, l'autre qui est en face de vous, vous ne savez pas comment est-ce que il va peut-être prendre cela. Et donc, il faut, pour nous autres, il faut être un peu réservé l'amour. Maintenant, on peut manifester ça à travers, être réservé. Mais maintenant, il vous est pas arrivé de à travers des quelqu'un. Attention. Oui, et je préfère comme ça. Vous voulez que je dise à tout le monde entier ce qui s'est passé? Non. Arrêtez de dire des bêtises alors. Messieurs, vous l'avez bien compris, mes 2 mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse et l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie, c'est avec Cynthia Gomo en langue anglaise.
Thank you for staying with us again for another edition of the Press Review for today, the 23rd of July 2020. Now let's go right away to see what newspapers in and out of Cameroon have for us this day. Let's begin with Cameroon's national newspaper, which is Cameroon Tribune. Cameroon Tribune talks of reconstruction with the Northwest and Southwest, saying it is now the time for the dispatchment of funds. It says that during an interministerial meeting dedicated to humanitarian actions and the reconstruction plan, Prime Minister Joseph Dion Ngute called on the financiers to give in their support or their assurance for their contributions. Cameroon Tribune then comes back to the Cameroon Equatorial Guinea issue, stating a new page opens. Now it then goes ahead to talk of the July 21, 2020 coordination accord signed between both parties, as seen on page 5 of Cameroon Tribune. Lastly, the National Daily talks of the Bamenda Babaju Road, insisting that redoubled efforts are needed for this road. Up next is the Post. The Post newspaper this morning titles over the decreased, whose blame is blamed for tussles over decreased Cameroon billionaire assets. It adds how barrister Nico Halle served Bob Young estate from ruin. On the front page, we have images of Victor Fotso, Chief Enon Chong, Francis Young, Esti Muna, and Kaji Defoso. It's on the second headline. The paper tells us about that despite inheriting a 1.2 billion francs CFA debt, the Boyame promises better days ahead. Read this story on page 4 of the Post newspaper. Lastly, the Post says that police petition the Prime Minister and protest against the auctioning of the government hospital, but the chief says irate youths were politically motivated. Now that we take the Guardian Post, the Guardian Post newspaper daily tells us this morning that the SDO sparks chieftaincy crisis in Ngoketunja. Details follow on page 2 of this newspaper. Now we also go ahead where they say third-class chiefs. The next headline from the Guardian Post says the Kribi port announces the reopening of an Asia-West Africa line. It lastly talks of Minfi saying that Biya honors Treasury Director for breaking records in Treasury bond cases. The Media newspaper, on its part, centers on the Cameroon Equatorial Guinea cross-border defense and security, adding that the big news from the Malabo, it says Cameroon and Equatorial Guinea on Tuesday signed an accord for defense. Today, this paper tells us again on the next title, it talks of illegal detention and character assassination. It tells us that Colonel Etonde Ekoto sues Cameroon government and claims 4.6 billion francs CFA. Next, the Median is asking what is a slogan. It informs us of how Boya councils drop the City of Excellence slogan and takes back the legendary hospitality, that is the town of legendary hospitality. Lastly, it talks of the Ambunia scare, saying that the Sinchong and Mbingo hospitals are begging for patients. This morning, we also have the Herald Tribune equally talking of the Ngoketunjia SDO, who is dragged to court for meddling in chieftaincy matters. It then comes up with information on alleged war crimes against humanity in the Northwest and the Southwest regions. It says the International Criminal Court vindicates Biya. It also says Honorable Nestus Fru bows to pressure and tiptoes to prison with insignificant gifts. This paper as well talks of COVID-19, saying that the increase in COVID-19 cases is blamed on stigmatization. Newswatch newspaper is the next, as it also joins the other papers to talk of the Ngoketunja issue, saying that villagers are at war with SDO for cancelling decisions recognizing
the chiefdom. It gives details on page 3. It as well talks of an armed conflict in the northwest and the southwest, asking, is it the end of the struggle? To end with the Newswatch, it tells us that despite the Yaoundé-Malabo security meetings, Equatorial Guinea is yet to pull down their border wall and release Cameroonian prisoners. Let's now take Le Jour, the French daily that returns to the old Karais issue, saying that Manauda Malachi washes his hands. It says the Minister of Public Health yesterday published a list of the distribution of the rice in the 4,000 bags of rice of 24 kilograms in the 10 regions. It as well comes back to the Cameroon Equatorial Guinea issue, asking, is it a new start? It says the countries have just signed a trans-border defense and security accord. You can see more of this on pages 2 and 3 of this newspaper. Then it talks of the Douala seaport as well in its next headline. And for Matang this morning, with safety barriers during the official exams, it says on page 3 that there has been general satisfaction in Abombang and in Betua, as appreciated by Professor Nalova Lyonga during an assessment visit. We then proceed with newspapers from other African countries, beginning with the Nigerian paper, The Guardian, where we look at the fact that the BPP, that is the Bureau for Public Procurement, delays the Nigerian Football Federation's announcement for a new coach for the Super Falcons of Nigeria. In other news stories, it says Fayemi, that is the Ekiti State Governor, test positive for COVID-19, and his wife and 8 undergo tests as well. It as well says the House of Representatives advised the WHO against bias in COVID-19 trials. Next is the Times of Rwanda, who talk of a genocide orphan named Grace Umutomi, who financially tracks her family 26 years later. It also discloses to us 10 top tricks that fraudsters use to target mobile money clients. We equally learn from the New Times of Rwanda that Rwanda is to acquire more medical ventilators. And that brings us to the other newspapers in the other parts of the world, beginning from what we have here, the New York Times of America. Now we take the New York Times of America, which today tells us that factories are in no rush to move back to the USA. It says, it adds details that global supply chains are in shreds, but jobs numbers are still not rising. It also titles where the virus passed by, adding that Thailand and its neighbors have low infection rates. It says that no one is sure why. Lastly, the New York Times is zooming into a writer's culinary obsession in this edition of the newspaper. We round up with the United Kingdom's The Guardian newspaper, which says it revealed that the world-beating tracing system is failing to alert thousands. This is talking about how data shows mass failures in areas hardest hit by the coronavirus pandemic. It also says Labour is in a fresh row over libel settlement. And that is what newspapers in Cameroon and out of Cameroon had for us this morning, Steve. Those were the essential things. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce fut d'ailleurs très fructueux ce matin. On va retenir la grande une de Post ce matin qui s'interroge d'ailleurs qui est-ce qu'on doit blâmer, ça il faut le dire, après la mort de tous ces milliardaires camerounais. Je ne sais pas qui est-ce qu'on doit blâmer. Ils sont morts, ils sont morts. Oh, well, the details of the paper will give us what we need to know. Ah, ben, ils vont nous dire justement, parce que jusqu'à preuve de contraire, on sait pourquoi. The Post s'interroge d'ailleurs ce matin, parce que dès qu'ils meurent, on a l'impression justement que leur richesse, il faut le dire, leur argent, commence à être dilapidé à gauche et à droite. On ne va pas également oublier la grande une de The New Times ce matin, un journal rwandais, avec Grace Umutomi, qui est toujours à la recherche de ses parents, enfin, à la trace, recherche les traces en tout cas de sa famille, parce que ses parents sont morts.
morts. On parle bien sûr de ces orphelins qui sont morts lors, il faut le dire, du génocide de 1994. 26 ans après, il y a pas mal d'orphelins qui sont à la recherche justement de leur famille. Allons justement maintenant en langue française avec Alain Diok. À la une du quotidien Cameroun Tribune, reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, place à la mobilisation des fonds. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté exhortait hier la communauté des bailleurs de fonds concernés à passer à la phase concrète de leurs promesses d'appui. C'était lors d'une réunion interministérielle consacrée à la coordination des interventions humanitaires et à la mobilisation des ressources pour le financement du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, nous dit Cameroun Tribune. À lire également dans les colonnes du quotidien gouvernemental, 18 apprenants formés en 8 mois et déjà ont reçu leur parchemin hier au cours d'une réunion présidée par le ministre des PME. Il est prévu pour les accompagner un investissement de 5 milliards de francs CFA qui devrait rapporter au bout de 3 ans 102 milliards de francs CFA. Le quotidien de l'économie évoque justement ces blocages à la mise en œuvre effective de la décentralisation. Pourtant votée en décembre 2019, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a de nombreux avantages. Cependant, beaucoup reste à faire pour son implémentation, nous dit le journal de ce matin. Contrôles fiscaux, le Minifi rassure. C'est le titre qui barre la une du magazine Défi Actuel pour indiquer qu'à l'inverse de Jeune Afrique qui a écrit que 400 contrôles fiscaux ont déjà été envoyés dans les entreprises cette année, le ministre des Finances, lui, Paul Moutazé, rassure que la Direction générale des impôts n'a déployé aucune mission de contrôle depuis le début de l'exercice. Le quotidien Mutation évoque justement l'addiction aux importations dans notre pays. Eh bien, l'engagement du gouvernement à accroître la production locale de certains denrées de grande consommation contraste avec l'autorisation d'importation de 200 000 tonnes de riz destinées à couvrir les besoins du marché national jusqu'au mois de décembre. Dans le journal, lire justement Bernard Zongang qui s'insurge contre le double langage du gouvernement. Coup de gueule que je vous invite à lire en page 8 et 9 du quotidien Mutation de ce jour. Concernant toujours du riz, cette fois du riz de Orca, Manaouda, Malachi, se lave les mains, titre le quotidien Le Jour. À la suite justement de l'enquête que le journal d'Aman Mana a publié hier, le ministre de la Santé publique a publié la liste de répartition des 4000 sacs de riz de 25 kg dans les 10 régions du pays. Mesures barrières aux examens officiels, satisfaction générale à Bomban et du côté de Bertois, nous dit le quotidien Info Matin. Cette appréciation est du professeur Nalova Lyonga en visite d'évaluation mardi dans les 2 villes de la région de l'Est. La Minisec accompagnée, le CSEC Boniface Bayonla a saisi l'occasion pour exhorter les populations à faire confiance au gouvernement. L'hebdomadaire La Météo indique le succès total sur l'ensemble du pays du CEP FSLC. Ces examens qui sont donc achevés hier. La session 2020 a été donc marquée par le respect strict des mesures barrières, nous dit le journal, en plus de s'être tenu dans les 10 régions. Tout tant sur le plan organisationnel que sécuritaire, le satisfecit est général. Ainsi, parents d'élèves et partenaires au développement saluent cette performance qui rehausse l'image du pays de Paul Biya. Le quotidien Le Messager revient ce matin sur la crise à l'RMT et ce que cache le Ndifoguet. Enquête sur les frasques imputées à la présidente du conseil d'administration à l'heure d'un nouvel gouvernement, en tout cas d'un nouveau gouvernement, c'est-à-dire donc en page 5 du quotidien de Jean-François Chanon de ce jour. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre La Tâche pour parler justement du gouvernement Osuka Rapoda qui est officiellement entré en fonction hier à l'issue justement de la cérémonie de prestation de serment devant le président de la République Ali Bongo Ondimba conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution. Le Conseil des ministres, le premier de ce cabinet, s'est au reste tenu dans la foulée, nous dit le quotidien L'Union de ce matin. Au Congo, les dépêches de Brazzaville s'intéressent justement à la reprise des vols internationaux avec le Congo qui impose justement
des mesures sanitaires. Selon le journal, 4 mois de fermeture à cause de la pandémie du Covid-19. Le trafic aérien international va bientôt reprendre, nous dit le journal. Mais le gouvernement congolais veut donc s'assurer du respect des mesures barrières dans les aéroports, à bord des avions et à l'arrivée des passagers. En Air de Congo, le courrier de Kinshasa nous informe que le chronogramme pour la reprise progressive des activités après justement la fin de l'état d'urgence. Dans une adresse solennelle faite le 21 juillet dernier à la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé justement la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le cadre de la riposte de la Covid-19. Il a insisté en disant que la fin de l'état d'urgence ne voudrait pas dire la fin de l'épidémie du Covid-19 dans le pays. Direction la France avec le journal Le Monde qui barre à son pied de une santé 33 mesures pour réformer le système de soins. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé mardi ses propositions pour accélérer la transformation du système de santé du côté de la France, nous dit le journal. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui donne la parole à Steve Mandanda qui pense que la place de l'Olympique de Marseille est en Ligue des Champions. Dans cet entretien accordé à l'équipe, le capitaine marseillais affirme que les vice-champions de France ne devront pas faire de la figuration en Champions League. Voilà Steve, une bonne nouvelle pour vous les supporters de l'Olympique de Lyonnais. L'Olympique de Marseille, moi je suis Marseillais. Marseille. Oui, c'est un club que, disons-le comme ça, j'aime bien. Oui. Je ne vais pas dire que je suis... Encore que beaucoup de Camerounais sont passés par là. Joseph Delantoine, donc entre autres. Un club cher à mon cœur. Oui, très cher à mon cœur. Je ne veux pas dire que je suis un... C'est pas l'addiction. Oui. Il faut bien le préciser. Merci pour toutes ces informations, Alain Diok, de belles informations d'ailleurs. Hein, avec vous avez terminé toujours avec le quotidien sportif, l'équipe qui nous parle de Steve Mandanda. Voilà, il y a des jours il nous déçoit énormément ce Mandanda. Parce que, mais il est toujours dans l'équipe de France. Oui, bien d'aller. Non, mais il est deuxième gardien. Jamais de la vie. Mais ça veut dire qu'il est dans l'équipe de France. C'est à vous de savoir s'il est là-dedans. Pour nous, il faut me dire changer de gardien. Pour nous, il faut changer de gardien. Bon, non, c'est juste pour... C'est un champion du monde. Oh, arrêtez de ressortir ça à tous les coups. Il était toujours gardien. Second gardien, il n'était pas titulaire. Messieurs, on va revenir justement sur le quotidien, la météo, qui nous rappelle d'ailleurs que hier, le CEP, le First School Living Certificate, se sont achevés hier. D'ailleurs, il faut le préciser. Ce fut un succès total. Oui, ce fut un succès total, selon ce que le journal nous fait savoir ce matin. Vous savez que justement, nous sommes à la période de la pandémie du Covid-19 et donc, il fallait respecter certaines mesures barrières et que aussi nous sommes face justement à l'insécurité qui se vit dans deux régions. 2 jours durant, deux régions du pays. Pas seulement dans 2 régions, il y a aussi dans l'extrême nord. Je parle de 2 jours pendant lesquels le CEP et le First School. Oui, absolument. Donc je parlais donc de l'aspect sécuritaire dans le nord-ouest, le sud-ouest et même dans l'extrême nord du pays. Et donc cet aspect également a été comblé justement parce que les mesures ont été prises pour cela. Et donc pour le journal, ça s'est très bien passé. Parce que vous aussi, vous pensez comme on ça, attendait un peu du flop, mais ce fut le contraire. Like the paper said, it's not only that paper that said it. We have another paper that said that it was a success even in the East region, according to what the minister said. So we realized that in the country, despite the security challenges and then the COVID-19 issue too, however, people succeeded to go ahead and write the examinations until they've gone to the end without us hearing any major casualties. So to an extent, I can say, I think it has been a success. And as the paper said, it was... C'était vraiment un succès total, justement pour le CEP, le First School Living Certificate. To say a total success, I think maybe it's an overstatement because we know about what is happening in the other parts of the country where children have not even been going to school, and then they say a total success. I don't think total really has its place. Yes, for the exams, they have not been going to school, so how would they write the exams? Steve, je voudrais ajouter à la suite de justement que je pense ou j'espère que les parents qui ont indiqué qu'ils ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école, que les enfants ont composé. Ils ont dit que le gouvernement est en train d'exposer leurs enfants à aller à l'école. J'espère seulement que ces enfants ont composé. Non, les enfants ont composé, ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, depuis quelques jours, on parle toujours de ce riz de Orca.
je ne sais pas pourquoi, le riz Orca, jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, le quotidien Le Jour nous fait savoir ce matin que Manaouda Malachi s'en lave d'ailleurs les mains. Eh bien, le ministre de la Santé a publié d'ailleurs la liste des répartitions des 4000 sacs de riz de 25 kg dans les 10 régions du pays. Où est donc passé le riz de Orca? Well, nobody can answer because he has been... Personne ne va répondre à cette question. Il faut bien que quelqu'un réponde à cette question. Well, these past days, they have been accusing him of smuggling the money or the rice and that it has not gotten to the destination. Alors, le ministre a dit qu'il n'a jamais touché à ça. Yeah, he comes back to say this is a list of how the rice was supposed to be distributed. So, like they say, he washed his hands off the issue. So, it's a way of saying that he doesn't agree with the accusations that are being laid on him. And we must say that these days, the Minister of Public Health, it's not really been easy on him. From accusations of mishandling COVID-19 to other issues, it's been really difficult on him. But the issue of this Orca rice, I think it is high time that they really shed light on it and let Cameroonians see what really happened to that rice. Alain Diop, 4000 sacs de riz, ça disparaît pas comme ça quand même. Bon. Non, moi je ne voudrais pas voir les choses de cette façon. Vous savez, on a une façon de vouloir orienter l'opinion aujourd'hui. Il faut créer un environnement créer un environnement de soupçon inutile. Je crois que 4000 sacs de riz, c'est rien du tout. Pour toutes les régions du pays, c'est rien du tout. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un... Parce que, vous savez, quand les gens... C'est question, on va diviser, ça fait 400 sacs de 25 kg de riz. C'est rien du tout. Quand les gens agitent cette polémique, c'est pour justement démontrer que les uns et les autres ont volé. Mais vous croyez que dans chaque ménage, on pouvait avoir même pas un demi-sac. Même pas un kilogramme de riz. Oui. Mais attendez, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Donc je crois que vraiment les polémiques sur le riz et certaines choses, ce qui est important, c'est que après, quand on reverse les choses au gouvernement, il faut justement la communication. C'est ça qui est aussi important. Parce qu'il ne faut pas rester tranquille disant qu'ils savent que c'est 4000 sacs de riz, c'est rien du tout. Non, il faut communiquer. Il faut dire aux gens comment ça se passe pour que justement, parce que si vous ne dites rien, mais les autres vont dire à votre place ce que vous n'avez même pas fait. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut que le gouvernement de plus en plus essaye de communiquer sur la situation justement de la pandémie de COVID-19. And I don't think it's just a matter of communication because they say the 4,000 bags of rice it's like it disappeared into thin air. Now, they are not saying that the households did not receive the rice, and even if they receive, we might not know. But I don't think that these people talking about the Okara, I don't think they sat in their houses and just decided that the rice has not gone anywhere. Voilà, and you said 4,000 bags of rice is nothing. It is not nothing. Like Steve just earlier said, if they divide, let's say, 400 bags per region or per subdivision, do you think that it is really going not to mean anything? So I think that if it really got to the places it was supposed to go to, and that Cameroonians could actually see that the objectives of the thing is being achieved, I don't think that this kind of talks will be coming up. And like I said yesterday, there's no smoke without fire. When you see smoke somewhere, it means there's surely fire somewhere. And of course, if there's something fishy about the rice issue, and that's why it is a problem. Je vous assure que 4000 sacs de riz, c'est un quartier de Douala. Un quartier de Douala. Et il y a même des quartiers de Douala qui dépassent 4000 habitants. Hein. No, they have not said. Ne faisons pas comme si c'est. They have not said they should go to households and share rice to people. I think that if they drop the rice at the various subdivisions or in the various pots, that is all that is needed. It is now left for the subdivisions to go ahead. Moi, je pose la question, depuis qu'on partage ces choses-là, le riz, les lave-mains... Bon, parce que c'est dérisoire. Vous avez reçu quelque chose? Jamais. Parce que c'est dérisoire. Parce que c'est dérisoire. Yes, allez, vous avez reçu quelque chose? Tout le monde ne peut pas. Is it ghost rice or what? C'était justement la question. Parce que j'ai l'impression qu'on parle toujours du riz. On s'interroge toujours sur le riz. Les gens oublient qu'au port de Libreville, 353 conteneurs de kévazi ont disparu. On a vu ça, des revendications, que ce soit en France, hein, que ce soit dans des pays développés, on a vu des revendications. Ben, il y aura toujours des revendications. Donc ne faisons pas comme si, même le test du Covid-19, mais il y avait ceux qui ont été testés, ceux qui on vous comprend parfaitement. Voilà. Revenons en tout cas toujours parlant du riz. Hein, on parle bien sûr avec mutation, l'addiction aux importations. Jusqu'à preuve de contraire, pour nos confrères de mutation, eh bien, nos confrères ne comprennent pas comment on peut avoir des terres arables, on peut avoir des terres pour cultiver le riz, mais on passe quand même la majeure partie de l'année à importer du riz. Et je vous rappelle, c'est 500 milliards de francs CFA qui sont déboursés chaque année pour importer du riz, et parfois du riz de très mauvaise qualité, alors que sur le triangle national camerounais, il y a des Chinois qui cultivent le riz, qui l'exportent, enfin,
qu'ils ramènent chez eux. C'est quand même bizarre. Oui, mais l'addiction aux importations, c'est normal, puisque ça brasse de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Ça brasse quel argent? Ça brasse de l'argent aux importateurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cultiver le riz chez soi, ça va donner encore plus d'argent que d'importer du riz. Oui, et voilà pourquoi certains de nos panélistes aiment à dire souvent qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires au Cameroun, ce ne sont que des verts amselam. Oui, mais ça, c'est leur point de vue. Moi, je pense que, n'est-ce pas, il s'agit, le monde devient de plus en plus capitaliste. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, tout le monde veut un profit. Actuellement, le profit, c'est que actuellement, il n'y a pas encore de champ de riz chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut importer, puisque le besoin est là. Il faut importer. Et donc, les gens qui sont dans cette filière-là ne peuvent qu'être contents. Donc, jusqu'à ce qu'ils mettent, c'est le gouvernement qui fait problème. Pourquoi? Il faut mettre en œuvre la culture du riz. Maintenant, on ne va plus en parler. Il n'y aura plus d'importance. Mais ne dites pas aux gens de ne pas chercher de l'argent parce que simplement il faut la. Je vous rappelle que c'est également le gouvernement qui met également. C'est le gouvernement qui met de l'argent, hein, 500 milliards. Oui, le gouvernement, même aussi d'autres importateurs. Donc, je pense qu'ils doivent donc maintenant revenir à la raison. Il y a des terres arabes. On en parle depuis des années. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de personnes, voilà, des Camerounais qui étaient à l'étranger, qui sont revenus au pays, demander au gouvernement, justement, et il y a Albert Djongan, qui est justement ingénieur en agriculture. Justement, on parle d'ailleurs dans les colonnes de mutation ce matin. Et qui parle même de ça sur tous les plateaux télé, qui pense que le Cameroun peut largement se développer, que le Cameroun peut avoir l'autosuffisance alimentaire parce qu'il y a des terres arables. Vous vous rappelez du problème du poulet au Cameroun la dernière fois? Il fallait qu'Albert Djongan ressorte justement pour que les Camerounais commencent à avoir justement des poulaillers. Aujourd'hui, on mange du poulet totalement, entièrement camerounais. That's exactly where I'm going to agree with Njok, because it is right, it is true that we have fertile soils and we have everything that it takes to produce something like that. It's not as if we need machines to produce the rice. We have soils and we just need a workforce that is going to bring up. That's why I agree with Njok, because I don't think that if we had the sufficient production of rice in Cameroon, qu'il y a des entreprises qui ont existé comme la Semerie. But how many are they? And let's say, for example, there's one of Ndop rice is one of those simple examples where you go to the market, you would not even see Ndop rice, and even if you see Ndop rice, it is very expensive. It is so expensive. Because I don't know if it's that the production is not enough, but it is almost impossible to come by local, this Cameroon-made rice. Whereas when you happen to come across them, they are very good, of very good quality, they are very tasteful. But I don't think we Cameroonians or the government, we are investing enough in this sector. I think that they have talked about efforts that are being made, but I don't think it is enough. The government and Cameroonian business people too, we need to really invest more in the rice sector, sugar sector, and all the other things in order to avoid importation, because at the end of the day, we are the ones losing. They bring to us rice that is of less quality than our own, and they sell it sometimes even more expensive than ours. And not only that, our own that we even try to produce is very rare and very scarce to come by. So the importation issue, the importing thing, it's not something of bad will, but I think it's because we do not have a sufficient. L'argent entre dans les poches de qui quand vous dites que ce n'est pas mauvais? It's true that those people out there, like the foreign countries, are the ones having the benefits, and the local business people. Le sac de 25 kg et de 50 kg de riz a augmenté de prix. Le prix a augmenté. Oui, mais compte tenu du contexte sanitaire où il y avait un peu d'importation, et donc c'est normal, presque dans... Oh, voilà, vous êtes vraiment... Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est revu à la hausse par rapport à cette... Lorsque les frontières vont s'ouvrir, je vous poserai la question. Quand je vais vous poser la question, vous allez me dire que c'était définitif. Quand il y a abondance, je pense que les prix sont relativement... Je vous rappellerai là-dessus dans les jours qui viennent. Vous saurez que ça a grimpé encore un peu plus. Oui, ça va. Et pendant ce temps, il y a ceux qui s'enrichissent sur le dos du pauvre. Je vous dis que ça va encore augmenter. Ça peut augmenter. Je vous assure aussi. Even if it happens to increase, as long as we don't increase our own production, it is not going to change. Because when you are taking from somebody, however the person gives you, that is how you take it. You don't have any right to impose. But if you produce your own, you make your own things at home, there you can decide that this is a price or that is a price. But in this case, it is not so. So even if the rice increases to 30,000 francs for 25 kilograms, we don't have a choice. We have to eat. And we'll stay by. Terminons, messieurs, par la grande une de Poste ce matin qui se demandait qui est-ce qu'il faut blâmer justement après la mort de ces milliardaires camerounais qui sont, non, il faut le dire, hein, ils sont partis. Ils sont morts. Pas bien sûr de Fotso Victor, Kadi de Fotso. Ils sont nombreux. Hein. C'est d'ailleurs de Poste qui en parlait ce matin. Yes, the Post is asking who is to blame.
that these people, Kaji Defoso and the other rich Cameroonians, after their death, that who is to blame for what their wealth becomes? Because we have seen instances of people who, these people who pass away and then their families start tearing each other apart because of the wealth issue, and at the end of the day, that's their companies, their businesses, and the money they left behind is not managed as it's supposed to be. So it finally just disperses into thin air, and the legacy is not really sustained. So the question of who is to blame, I think maybe we should ask their families. If the families maybe are more responsible and they try and sit together and handle these things better, then they would have a better legacy and their wealth will be preserved. Non, bon, si vous pensez qu'il faut blâmer quelqu'un justement à ce sujet justement? Non, on ne peut blâmer personne, sinon la divinité. Mais comme on ne peut pas blâmer la divinité parce que c'est un cycle de vie, il faut savoir. Le problème est le suivant, c'est que jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas là où passent les richesses justement. Oui, je commence par là. Devait normalement être dans le capital de ces grandes entreprises. Je commence par une analyse à première vue pour dire que si d'abord on parle de blâmer, on ne peut blâmer personne parce que c'est le cycle normal. Il faut que les gens à un moment donné partent et puis d'autres reviennent. Maintenant, ce qui fait problème, c'est que justement, ceux qui restent, comment ils en font avec justement la richesse de ces hommes d'affaires? Mais écoutez, moi je pense que le problème en amont, ce sont même ces gens-là, ces richissimes-là. C'est-à-dire que quand vous avez une grande famille, la première des choses ou la première préoccupation pour moi, c'est d'abord justement d'organiser votre famille. C'est-à-dire que savoir déjà c'est-à-dire après vous, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se sont organisées comme ça. Aujourd'hui, on ne voit pas, malgré que, vous savez, il y a toujours des malentendus entre, que ce soit des frères, mais on revient toujours à la raison. Tant que tout a été organisé par lui-même, je ne crois pas qu'il y aura problème. Et donc, il faut que les gens comprennent, quand ils sont en vie, qu'il y aura un après eux. Et en ce moment-là, ils doivent organiser leur famille en sorte que, s'ils ne sont plus là, qu'on ne voyait plus les spectacles que ces familles nous offrent depuis un certain moment. Vous avez quelqu'un qui a 25 femmes ou plus de 25 femmes. Ça, les femmes qu'on connaît, c'est 25, par exemple. Même Mongofa avait peut-être plus de 40 femmes, mais ils ont organisé. Ça devient une dynastie. Maintenant, quand les gens sont nombreux, il y a aussi plusieurs points de vue. Quand il y a plusieurs points de vue, il faut justement qu'on organise cela en amont pour que justement qu'on arrive pas à ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit et ce qui me tourne. Vous savez, du côté de l'Ouest, les gens qui sont du côté de l'Ouest, nos frères qui sont du côté de l'Ouest, nous sont habitués, c'est-à-dire à une certaine responsabilité, c'est-à-dire culturellement ils sont responsables, c'est-à-dire ce sont des gens qui respectent un certain nombre de choses. Mais on est étonné aujourd'hui, la réaction, puisque ces milliardaires, pour la plupart, viennent de ce côté. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi on ne peut pas régler certains problèmes dans le cadre familial? Pourquoi certains problèmes, on les retrouve dans la presse? C'est quand même un peu aberrant. Alors qu'on peut bien les gérer, il y a des chefferies, il y a tout, il y a l'espace familial, qu'on peut régler tout ça. Pourquoi mettre parce qu'ils sont aussi populaires dans la rue? Et tout le monde les connaît. Oui. That is where I still insist that the blame is on the families, the family of these people. I just heard you say how when you are a rich person, you are supposed to... Il faut blâmer également le gouvernement. Hein, yes, but it begins from the family. You said the person needs to organize his family so that when he passes away, there will not be conflicts. Remember, we are human beings. You know, even with children in the house, you tell a child one today and tomorrow the person does a completely different thing. Today you can gather people and tell them this is what I want, this is what I want, and tomorrow when you are no longer there, everybody starts looking for their own interest instead of looking at the interest of the family. And I think maybe that's where the problem lies, because maybe after the person passes away, everybody wants his own and doesn't think about his brother or even the memory of the person who passed away. So the first blame to me still goes to the family people. Oui, absolument. Vous parlez tout à l'heure du gouvernement. Non, on ne peut pas blâmer le gouvernement. Vous savez, ces familles existent dans tout le monde entier. Vous avez la famille Trump du côté des États-Unis. Ne me dites pas que le gouvernement n'a pas d'action dans la famille Trump. Que ce soit en France, il y a la famille Bolloré. Il n'y a pas l'État. Même si l'État a chaque fois que vous allez avoir une entreprise aux États-Unis, en Occident, peu importe le lieu, l'État va entrer dès que l'entreprise est en train de prospérer. Ne vous tordez pas l'esprit. Oui, mais même si le pourcentage, prenons même ce cas,
le pourcentage de l'État, si c'est à 5%, je ne crois pas que l'État peut simplement avoir un droit de regard, peut simplement protéger ceux qui sont là. Mais l'État ne peut pas avoir la capacité de pouvoir s'accaparer des biens de quelqu'un lorsqu'il est décédé. C'est archi faux. Non, non, vous n'avez pas compris. On ne s'accapare pas des biens de quelqu'un. Ou bien de régler un problème. Parce que là, c'est un problème familial. On gère les biens. On essaye de trouver des solutions. Justement, c'est ça le problème. Messieurs, mesdames, merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de la presse. Elle fut d'ailleurs très fructueuse. D'ailleurs, le thème de ce débat de ce matin, c'est la fille de Lumumba qui réclame le retour au pays des reliques d'ailleurs et de son père, au roi Philippe. Nous allons en parler justement dans un instant. En attendant justement nos invités, nous allons rester avec Alain Diok et Cynthia Nguemo pour ce débat. Tout de suite maintenant, voici le débat. RD Congo, la fille de Lumumba réclame le retour au pays des reliques de son père au roi Philippe. C'est le thème ce matin. La fille du héros de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba, a demandé mardi au roi Philippe le retour au pays de ses reliques après près de 60 ans, après l'assassinat en tout cas de ce héros, sans sépulture. Nous les enfants de Lumumba, nous la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres, écrit d'ailleurs Juliana Amato Lumumba dans une lettre au roi Philippe. Cette lettre est datée du 30 juin dernier, jour du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, ancienne colonie belge. À cette occasion, le roi Philippe avait présenté des regrets historiques pour les souffrances et les humiliations infligées aux Congolais pendant la colonisation. Patrice Emery Lumumba reste un héros sans sépulture, rappelle d'ailleurs sa fille dans cette lettre écrite au nom de la grande famille du héros national. Premier ministre en 1960, renversé, arrêté, Patrice Emery Lumumba a été livré à ses ennemis, les séparatistes katangais, qui l'ont assassiné le 17 janvier 1961 avec l'aide d'hommes de main belges. En 2000 d'ailleurs, l'un de ces Belges, le commissaire de police Gérard Soweté, a raconté avoir découpé et dissous, et d'ailleurs dans l'acide, les corps de Lumumba et de deux de ses fidèles compagnons, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, Soweté a affirmé avoir conservé les dents de Patrice Emery Lumumba en les montant d'ailleurs à la caméra. Il les a encore. En 2016, le sociologue Ludo de Witt avait porté plainte contre la fille de Soweté, accusée de détenir une dent de l'ancien Premier ministre qu'elle a également montrée lors d'une interview à un journal. Dans sa lettre, la fille de Lumumba dénonce les déclarations abjectes faites en Belgique de détention de quelques-uns de ses restes. En 2001, la Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire. Voilà donc, il faut le dire, certains de ces Belges qui avaient d'ailleurs participé à l'assassinat, il faut le dire, parce qu'on déclare haut et fort que Patrice Emery Lumumba avait été dissous dans l'acide, mais ceux qui l'avaient tué, ceux qui l'avaient découpé, ont gardé quelques restes, comme par exemple ses dents. Certains même ont gardé des ongles. Mais pour l'instant, regardons cet élément, de certains de nos confrères de TV5. Patrice Lumumba aura-t-il une sépulture ? En RDC, la famille du héros de l'indépendance se bat pour récupérer ses restes mortuaires. Et depuis Kinshasa, sa fille adresse une lettre au roi des Belges. Nous, les enfants de Lumumba, nous, la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres. Cette terre où Patrice Lumumba s'est éteint il y a 59 ans. Fervent défenseur de l'indépendance du Congo, en 1960, le chef du gouvernement doit faire face aux séparatistes katangais. Lumumba est traqué, puis arrêté sous le regard du colonel Mobutu. L'ex-premier ministre Patrice Lumumba et deux de ses partisans sont transférés sous la torture au Katanga. Le Katanga, la terre des ennemis de Lumumba. Il est exécuté le 17 janvier 1961. Sa dépouille et celle de ses compagnons sont dissoutes à l'acide.
Want wij zijn chirurgen, we kennen dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Gérard Sauté assume son implication dans la mort de Patrice Lumumba. Et ce témoignage conforte l'engagement de la famille du héros panafricain. Le neveu de Lumumba, à la tête de la fondation du même nom, réclame aussi le retour des reliques. Gérard Sauté, maintenant, je pense qu'il n'est plus, il est décédé, et que nous avons appris que sa fille a repris, a gardé encore les dents que son père détenait en Belgique, et que l'État belge sait maintenant où se trouvent non seulement les dents de Patrice Emery Lumumba, mais aussi quelques restes. En 2001, Bruxelles avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Patrice Lumumba. Pour le Congo, il reste la figure de la lutte pour l'indépendance du pays. La figure de la lutte de l'indépendance du pays, ça c'est, tout le monde le sait d'ailleurs, un héros national, un héros africain, un héros même mondial et international, Patrice Emery Lumumba, lui qui sera, il faut le dire, tué, découpé à la scie le 17 janvier 1961. Et pendant ce temps, certains ont gardé d'ailleurs ces reliques comme si c'était un trophée. Oui, absolument. Je pense que Steve, ce matin, je me réfère à ce que Mahatma Gandhi, le père de la non-violence politique, qui avait justement fait cela contre le puissant empire britannique, et aussi le best-seller de André Griffith qui avait dit que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et aujourd'hui, je vais dire l'inverse, quand l'Afrique s'éveillera, le monde tremblera. Et donc, je pense que l'Afrique est en train de se réveiller petit à petit. Et les enfants de l'Afrique comprennent justement le bien fondé justement de liquider justement ce qu'on appelle prosaïquement, comment on appelle ça, ce contentieux historique. Le contentieux historique, il faut, pour que, parce qu'il y a la France, les pays qui ont colonisé les Africains, il y a la France, il y a la Belgique, il y a d'autres pays, mais les pays anglo-saxons n'ont pas érigé assez de violence comme les pays tels que la France. Vous savez que ceux qui ont eu la chance d'être colonisés par les pays anglo-saxons tels que justement ça s'est bien passé peut-être de ce côté, mais la France, la Belgique et les autres pays, c'était, on ne peut même plus, ça n'a même pas de mots. Et donc les héros comme par exemple Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui 60 ans après les indépendances, n'a pas toujours une sépulture. Je pense que c'est quand même grave. Et vous savez, je crois que il y avait aussi ici au Cameroun, c'est Oumiobe. Vous savez que depuis un moment, mais on a eu même du mal à pouvoir nommer une rue au nom de Oumiobe. Vous savez, ceux qu'on prétend être, on prétend dire qu'ils sont des héros de la lutte pour l'indépendance. Voilà un homme comme Lumumba. Mais Lumumba, il n'a pas de sépulcre. Donc, ça veut dire que il est où? Il est où? La question qu'on se pose, il est où? Mais on ne peut pas terroriser les gens jusqu'à ce niveau où on n'arrive même pas à se référer, ne serait-ce que sur la simple sépulture de ceux qui ont lutté pour notre indépendance. C'est quand même des choses très graves. Et je crois que, de plus en plus, il faut que les Africains arrêtent justement cette diplomatie. Il faut que ça doit aller maintenant par force. Comme j'ai vu la dernière fois certains Africains qui arrachaient justement des statues, je crois que c'était du côté de la France. De la France. C'est comme ça que ça doit se passer maintenant. Il faut que ces gens-là comprennent que, écoutez, ils nous ont fait extrêmement du mal. On ne peut pas tuer des gens jusqu'à... C'est-à-dire, tout ça, ce qui est derrière, c'est quoi? C'est que, absolument, il ne faudrait pas que le nom de Patrice Lumumba revienne. C'est-à-dire, c'est un nom qu'on voudrait effacer. Dans l'histoire, on voudrait effacer ce nom dans l'histoire. Et donc, aujourd'hui, les gens comprennent de plus en plus. Et la famille s'est réveillée. Enfin, la famille s'est réveillée. Je pense que d'autres familles aussi qui ont des euros vont également se réveiller pour demander justement des comptes à ceux qui ont tué ces héros-là. Parce qu'il faut justement cela. Il faut ça. Parce qu'on ne peut pas vivre, puisque cette horreur-là est jusqu'à aujourd'hui ancrée dans notre imaginaire. Comment on voit ces gens qui sont en face de nous? Comment on voit ces gens qui pensent être des moralisateurs? Comment on les voit avec tout ce qu'ils ont commis comme horreur dans nos sociétés? Donc je pense que je suis très content de savoir que du côté déjà de R2 Congo, les gens comprennent qu'il faut
qu'on rétrocède. C'est pas la première fois, ça fait déjà des années que, il faut le dire, hein, la famille de Lumumba demande justement à la Belgique, et cette fois-ci on a demandé justement au roi belge de tout mettre en œuvre pour, il faut le dire, restituer les reliques, les restes de Patrice Emery Lumumba. Vous avez vu d'ailleurs, hein, Cynthia Ngomo, sur les images que notre réalisation nous a montrées ce matin, il y a Gérard Soité qui déclare haut et fort qu'ils ont tué Lumumba, ils l'ont découpé avec la scie en petits morceaux, mais lui, il faut préciser qu'il avait gardé ses dents. Il est mort. Il faut vous dire que Gérard Soité est mort, mais sa fille a également eu une interview la dernière fois où elle brandit justement les dents de Patrice Emery Lumumba lors d'une interview. Extraordinaire quand on sait pertinemment que c'est entre les mains d'un être humain que se retrouvent d'ailleurs hein, les reliques ou alors les restes d'un être humain mort il y a 60 ans. Well, I would say that on this issue, I don't really have a particular mastery, but from the information I get, I would say that this, like Jackson Jock just earlier said, that when Africa rises, the Western world is going to tremble. And with that, I don't understand why somebody would keep the mortal remains of somebody. It's as if it is not enough to kill the person. They go ahead to cut the person into pieces and keep the teeth. Like it's a way of showing that they have some kind of dominion. They continue to have a certain kind of dominion over the people. And the fact that the family of the person is coming up to ask for the mortal remains of their person, it is a good thing to do. Because even in Cameroon, like Jackson just said, we also have heroes. We have people who stood up for the independence of our country, and today they are not even given the merit that they deserve. And in this case, if the family as well as the country, I also find it a little bit disturbing that it is a family that personally takes the decision to do something like that, the initiative. I think it is something that is supposed to be national. Something like that, he was a hero not only for his family but for the whole country as well. So I think if the country could come as one and then put their hands together to make sure that Patrice Lumumba receives the glory that he deserved, that he really gets the recognition that he deserves for fighting for his country, then it is going to be a great thing, and maybe they will finally get what the family is asking for. And I want to believe that even here in Cameroon, we have people, well, I don't know if I would call them heroes or not, but we also have the former president of Cameroon, who as well, his corpses are not even in Cameroon. Until now, somebody died so many years ago and his body cannot be brought back home in order to be buried. I think those are things that the Western world, when the other European countries, they do it to us, we cry on rooftops and say that it is a horrible thing to do. But at the end of the day, we Africans are doing it to ourselves. It is true that a mortal remains of somebody doesn't bring us any money, it doesn't have anything. But we know that in the African culture, or not only in the African culture, human existence, the mortal remains of somebody is something like a legacy. It is a great memory for the family and as well for the country. So if we Africans, other Africans can also rise up to ask for what is ours and to take the rightful position that we have, then we shall get out of this black hole that they have put us into. Because they look at us as inferior and less deserving of good things. But if we can stand up for ourselves and seize what belongs to us, then it is going to be a great thing for Africa and we shall truly rise. On l'espère, hein. On l'espère tout simplement. Vous avez bien précisé par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, c'est dans la culture même de l'Afrique, dans la culture humaine, de revoir d'ailleurs hein, les restes, même si on ne sait pas, bon, on l'a dit haut et fort, on sait pertinemment que Gérard Soto et les autres avaient été découpés à la scie. Et justement, c'est quand même grave hein, qu'on prenne quand même l'initiative. Parce qu'on en parle comme ça, on passe, mais c'est... It's inhuman. C'est vraiment as inhumain. If it's a dog, as if it's a, que vous ayez pris l'initiative de tuer quelqu'un. Vous avez fait une tuer. Vous le découpez à la scie. Vous le mettez dans un fût. Vous le dissolvez dans de l'acide. Mais quand ça ne suffit pas, vous arrachez quand même ses dents. It's horrible. Vous les gardez. Et pendant ce temps, moi je vous pose la question, Alain Diok, le gouvernement congolais reste muet. Non, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais reste muet. Vous savez, on a peut-être les mêmes choses qui sont similaires, vous savez. Mais c'est la famille qui doit faire le premier pas. Vous savez, c'est toujours la famille qui doit faire le premier pas. Ensuite, vient le gouvernement. Parce que si vous ne faites pas vous-même le premier pas, le gouvernement ne peut pas. Même si on peut estimer que Patrice Lumumba était un héros national, mais il appartenait quand même à une famille.
Et donc, en ce moment, c'est la famille qui doit d'abord prendre les devants. Ensuite, le gouvernement, lui, vient en appui. Maintenant, je pense que... Comment le gouvernement peut venir en appui quand on sait pertinemment que tout l'État du Congo déclare haut et fort que c'est un héros national? C'est ce que je dis, c'est un héros national. Mais je dis qu'il appartenait quand même, il n'en demeure pas moins. Au Congo. Oui, il n'en demeure pas moins qui appartenait à une famille. Il était même le premier ministre congolais, je suis d'accord. Là, il s'agit, là c'est la personnalité justement politique. Et donc là, il appartenait au pays tout entier. Oui. Et en ce moment, comment on fait? Vous avez vu la réaction des fils, des enfants de Lumumba. Ça commence par là. Maintenant, le pays doit maintenant accompagner cette réaction. Parce que c'est seulement à travers, je ne sais pas, peut-être dans un cadre diplomatique, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Un cadre diplomatique, quand un être humain détient les restes de votre père, un être humain, ce n'est pas le gouvernement, je parle d'un être humain qui a pris l'initiative de tenir. Il est même mort, oui. Maintenant c'est sa fille qui brandit carrément les dents d'un être humain en mondovision. Oui, je pense que si ce n'est pas, puisque la diplomatie c'est simplement faire en sorte qu'on remette ça sans qu'il y ait justement des cris. On peut remettre ça, on peut faire en sorte que ça se passe peut-être en catimini sans que les autres ne sachent comment ça s'est passé. Et maintenant, on ne peut pas faire autrement. Puisqu'on se dit que les restes sont là-bas. Et personne ne sait comment. Donc, il faut passer par la diplomatie. En ce moment-là, si on veut vraiment que les restes retournent du côté du Congo, il faut passer par la diplomatie. Et la diplomatie, c'est l'État qui doit maintenant appuyer la famille pour que, justement, les restes de Lumumba reviennent du côté du Congo. Mais maintenant, c'est depuis, puisque ce n'est pas seulement aujourd'hui. N'oublions pas que c'est depuis. Qu'est-ce que ces restes-là attendent entre les mains des Belges? C'est ça la grande interrogation. Je vous ai dit tout à l'heure que, c'est-à-dire, ce qui est derrière, c'est simplement parce qu'on veut carrément effacer ces gens qui leur ont tenu tête dans la lutte, en tout cas, pour conquérir nos pays. Parce que n'oublions pas justement l'histoire du Congo où celui qu'on appelle Léopold II qui a justement qui arrive sa propriété, qui a décrété que c'est sa propriété privée. C'est-à-dire, comme vous pouvez être là maintenant, quelqu'un qui vient, qui choisit, qui dit voici mon territoire, ou bien un champ, avec les petits bonhommes qui tournent autour, et dit que c'est pour lui. Tout un pays. Et puis, ceux qui ne savent pas, le Congo, c'est un pays continent. Parce qu'on parlait du Congo comme si c'était un pays continent. 13 fois plus grand que la France. Quand un individu, il arrive comme ça parce qu'il a simplement la peau blanche et puis il estime que oui, c'est un endroit où personne n'a découvert. Et un matin, il décide de remettre le pays à la Belgique. Alors que c'était il faut le dire, hein, sa propriété personnelle. Personnelle. Il remet. Il rétrocède, il dit, écoutez... L'homme qui coupait les mains des enfants qui travaillaient... Maintenant, c'est pour la Belgique. Quand ça n'allait pas, il vous coupait la main. Tout un pays. Oui. Non, je crois que il faut vraiment qu'on en arrive là. Et tous les pays africains doivent... On doit solder tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le contentieux historique, ça ne vient que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce qu'il faut que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont de l'autre côté, je ne voudrais pas les nommer, qu'ils comprennent que tout ça va être soldé. Ils vont même indemniser les pays africains parce que c'est quand même de trop. C'est quand même de trop. Un seul individu. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Je n'avais jamais entendu parler. Parce qu'on oublie, la France également a été colonisée. Hein. Oui. Mais même les États-Unis. Tous ces pays ont été colonisés. Pourquoi ils n'ont pas subi tant d'horreur que les Africains? Pourquoi c'est seulement en Afrique? Pourquoi c'est seulement au Congo qu'il faut justement découper quelqu'un à l'acide, mettre de l'acide, en plus maintenant garder ses restes, c'est-à-dire les dents, les ongles et tout. Maintenant qu'il faut remettre ça à la famille, ça devient toujours un problème. Pourquoi ça? Pourquoi les avoir d'ailleurs gardés, Cynthia Gomo? Pourquoi avoir gardé les dents d'un homme comme celui-là? Et c'est bizarre quand même de prendre les dents de Patrice Lumumba et de donner ses dents comme héritage à son enfant. Like I just said earlier, it is something that I don't understand. It is something that is difficult to understand. As if it is not enough to kill somebody and cut the person into pieces, you have to take off their teeth and keep it like a sign of victory. Like it is like I would say that it is a crown, that you have it as a medal, like something to show yourself that you are strong and powerful and that you have those people in your grip.
It is really something that is inhuman. That is one thing that I think differentiates we people with the black skin and those people with the white skin, because even if an African or a black person hates you and he kills you, at least he still has a consciousness that you are a human being like him. Well, on the contrary, they think that they are gods. Like you people were just talking about Leopold II that owned a whole country. He called a country his property. So he considers himself like a god. He thinks that he's God over Africans and Africa. So they think that they have the right to do whatever they want. And that action is really something that is deplorable. And I still believe that, like you said, it is diplomacy. I think it is a way of showing maybe the people from the DRC that we own you and that we can do whatever we want with you. And it also, let's say if they had just killed him simply and buried him like they would normally bury a human being, I don't think that grief would still be there. Il a été dissous. Yes, that's why I say if he had been buried like they normally bury people, if that was the case, then I don't think that grievance would still be there today. But the showing proof, until still holding the proof that I have you in my palms and I can do whatever I want with you, I think that is something that the Congolese will not forget. It's something that is going to stick in their memories, and particularly in that family. And somehow, like Njok just said, this kind of atrocities happen only to us. Why would those kind of atrocities happen only to we Africans? Other countries too were colonized. France was colonized, the USA, India, those countries were all colonized. But the kind of atrocities that we faced in Africa, those people don't face the same atrocities. Is it because we have the black skin and they have the white skin that makes them better or stronger than us? That is a no. And we will still continue to sing it every day, that we Africans really need to rethink. We really need to rethink and build our own history for ourselves. Because to an extent, even our history doesn't even belong to us. They are the ones who teach us our history and they tell us everything that we know today. And it is really a sad situation. So this issue of teeth, it's way more than that. It's not just about holding his teeth. I think that it is something political and diplomatic to show the Congolese that we are stronger and we have you in our hands. Moi, je vous poserai une question simple. Hein. Vous avez votre père qui vient de tuer quelqu'un. Il l'a tué depuis belle lurette. Et un matin, peut-être il veut mourir, il laisse dans son testament, ou alors peut-être il vous laisse un héritage en vous disant, bon, ok, ça c'est les dents de Patrice Lumumba. Je te les donne en héritage. Et toi, c'est pas moi, un matin, on veut venir te poser la question sur ton père, tu brandis également ce que les restes de Patrice Lumumba que ton père t'avait légué. Tu pourras accepter les restes d'un être humain comme héritage? Personally, I will not accept it, but I think it's a legacy. You know, it is an upbringing, it is a culture for them. I believe that the children were brought up to have his ideologies and to share the same opinions with him. So there have surely been a kind of coaching. Idéologies sont des humains encore? Yes, they are human beings, but they have an ideology. For example, we sitting here, for example, it would be very difficult or almost impossible for you or me to pick a gun and shoot somebody and walk away as if nothing happened. But for those people, it is a lifestyle. Like another human being, especially when you don't share the same skin color with them, you are like less than nothing to them. So the fact that even his daughter, his own children are still holding on to it means that they have been taught that that is what they are supposed to do in order to keep the grip on the African people. So I think that there has been some kind of coaching, like to tell her that this is what is happening and this is what you need to do. Donc ça suffit, continue à faire également comme moi. Yes, exactly. Maybe she will teach her own children the same thing and you see that the trend is going to continue. But Africans, we are the only ones that can stand up for ourselves, because I don't think they have our interests at heart. We are the ones who can look out for ourselves. And Rising, the family has come up to ask for what normally it is theirs. The family has come to ask for it. And I would also say that Patrice Lumumba was a hero, not only for his family, but he was a hero to his entire country. So it is something that it's an idea that the whole family is supposed to support and to be behind the family for that. Alain Njok, moi j'ai l'impression qu'en gardant justement les dents de Patrice Lumumba, peut-être ses ongles, peut-être ses os, quelque part, ces hommes-là, à un moment donné, peut-être c'était un trophée, mais que 60 ans après, ils lèguent justement les reliques ou alors les restes de Patrice Lumumba à leurs enfants, c'est quand même pour dire au monde entier, bon, cet homme était vraiment extraordinaire. Parce que je ne vois pas l'importance de garder les os, les ongles de quelqu'un ou encore les dents de quelqu'un 60 ans après. D'abord, pour eux, c'était un trophée. Parce que tenir tête à ces blancs-là, à cette époque, c'était pas du tout.
Et vous savez, une autre chose, c'est que à cette époque-là, on ne savait pas comment les gens qu'on estimait qu'ils étaient des nègres, qui arrivaient à avoir cette résistance. Et puis, il se disait qu'il faudrait que, vraiment, qu'on se rassure que le type s'y est encore entre nos mains. Même si c'est avec de l'acide qu'on va l'exterminer, mais ensuite, il faut qu'on garde ses restes, qu'on se rassure qu'il est là, qu'il est vraiment mort, que le type s'y est vraiment mort. C'était ça, en fait. Donc, pour eux, c'était un trophée. Des deux, c'est que c'est pas aujourd'hui. Ils savent ce qui est du côté du Congo, les richesses qui sont du côté du Congo. Et donc, il fallait tout faire pour qu'on n'entende même plus parler de ceux qui étaient là pour résister, pour ceux qui demandaient justement que l'indépendance soit justement rétrocédée à leur pays. Oui. Pourquoi? Simplement parce que avant c'était les Blancs qui géraient les pays, alors que on déniait justement la capacité des nationaux à pouvoir diriger leur propre pays. Et donc il y avait des gens comme Lumumba qui disaient, mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas à chaque instant justement partir avec nos matières premières, faire ceci ou cela, et disant que justement nous sommes incapables justement de conduire notre pays au développement. C'est archi faux. Et donc c'est la même chose qui s'est passée dans toute l'Afrique. Ceux qui ont levé tête ont eu le même sort. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça continue même de nos jours. Oui. Vous savez que ça continue de nos jours. Ça continue de nos jours. Avec l'aide de ceux qui sont là. Parce qu'ils ont justement hérité d'un pouvoir néocolonial. Néocolonial. Et ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que continuer. Puisque ce sont les mêmes choses. Les mêmes choses qu'on utilisait avant. C'est-à-dire les mêmes lois, tout ça. On a adapté ça encore aujourd'hui dans nos sociétés qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Les gens ont fait leurs choses pour eux, pour adapter à leur contexte. Nous, on les a pris pour modèle que, justement, on continue à faire cela. Ça n'a rien à voir. Et donc, je crois que la question de Lumumba, des rapatriements du reste de Lumumba aujourd'hui, interpelle tous les Africains. Non seulement les Africains, d'abord nos dirigeants. Oui. Eux, ils doivent comprendre que tous ceux qui, comme Lumumba, sont de l'autre côté, il faut rapatrier tout ce monde-là. Que ce soit des statuettes, tout, d'ailleurs tout. Maintenant, ceux qui sont même au pays, ceux qui ont été tués ici, il faut les valoriser. Il faut les valoriser. On n'entend pas beaucoup. Voilà un pays comme le Cameroun. Vous ne pouvez pas regarder une ville comme Douala. Vous allez voir des statues qui sont là de partout. Les soldats du 14, qu'est-ce qu'on a à y voir avec ça? Alors qu'on a des héros qu'on pouvait mettre là partout. Peut-être parce que la France n'a jamais voulu que justement ces héros puissent se trouver actuellement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pays. Que les gens sont en train de perpétuer, c'est-à-dire de continuer avec le pouvoir néocolonial. C'est ça. C'est dans ce sillage-là. On ne veut pas entendre parler de ces héros. Alors que nous sommes là, nous avons aujourd'hui la responsabilité, nous avons aujourd'hui l'indépendance de dire que d'assumer nos pays. Alors, pourquoi ne pas dire, écoutez maintenant... Nous l'avons, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas. Oui, il y a certaines personnes qui vont vous dire que jusqu'à preuve de contraire, il faut que les choses restent telles. Hein. Il y a même certaines personnes qui vous diront qu'il faudrait même que les Blancs reviennent encore pour continuer à coloniser les Africains. Ah oui, mais il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Mais la preuve, c'est que lorsqu'on a des problèmes ici, entre nous, les gens partent, ils savent que la solution viendra aux Nations Unies, Amnesty International, Human Rights Watch, ils appellent venez au secours. Donc il faut ce que justement, je crois que c'est, j'oublie le nom, mais un professeur qui disait que il faut décoloniser la pensée africaine. Il faut que les gens comprennent que justement, à l'heure où nous sommes, il faut arrêter de réfléchir de cette façon. Et tout ce qu'on doit maintenant revendiquer, on doit revendiquer pour que ce contentieux historique soit soldé et que peut-être on commence maintenant à nouer des partenariats à égal. Ça ne va plus être comme avant où maintenant lorsqu'on veut signer un partenariat avec la France, ça dit c'est pas équitable. Donc on commence à nouer maintenant des partenariats égal. Donc je pense que c'est ça qui est important. Vous êtes sûr qu'un jour on aura les partenariats d'égal à égal entre l'Occident et sans oublier les pays africains, comme par exemple le Cameroun et la France? Il y aura vraiment des partenariats d'égal à égal un jour? You know, Steve, it is not impossible.
it is very possible, and it all depends on us. Because we have what they want. We have the resources, we have the fertile soils, we have even the human workforce. We have exactly what they want, and what they have to offer for us is maybe the few things in terms of technology that we do not have. So why is it not possible that we can have 50-50 agreements with them? It is very possible. But now the problem is that those who are ahead of us, those who are at the forefront there to represent us and represent our interests, are actually representing their own personal interests. Absolutely. Because instead of thinking of the welfare of the family, like what will the Cameroonian youth 20 years from now benefit from here, they are thinking of the moment, that how much can I gain, what will I leave for my family, and that is where their interest is. But as to saying that we cannot have a 50-50 agreement with them, it is very possible. And I think the same way that they have throughout the years from colonization till now, we have been at a stage where they have maybe 80% or even 90% and we have just a 10% gain. We can even reverse it. I think we can even go up to the extent of having even a 70% gain and they the 30%, because we have everything that they want. And I've heard a lot of people, I've heard a lot of things where they say there are certain countries in Europe that would not even be developed if Africa did not exist. Justement. Exactly. So we have made them what they are today, but they still think that we are less than them and they have to keep exploiting us. And it is actually very possible if our leaders can remove that Western mentality from their minds to think that of course the Western world or the whites are more superior, or they are superior than we the Africans. If we can get rid of that mentality and actually stand up for ourselves, and if we know our worth, then I think that we can surpass this present situation of neo-colonialism that we are still living in. On a l'impression qu'il y a certaines personnes qui travaillent pour eux. That's why we are saying et qu'il y a des contrats, bon, il y a que des contrats ici, hein, même au Cameroun, on vous dira que le sol est pour eux, le sous-sol est également pour eux, même le ciel est pour eux. Exactly. That is why I say that the people that are at the forefront, like our leaders, they are not thinking of the interests of Cameroon or of Cameroonians 20 years, 50 years from now. They are thinking about the present moment. If not, then how is it understandable that you take a piece of land and sell it? Let's say a place where you know very well that it has gold, it has silver, and it has petrol. You take it and you sell it to maybe France or whatsoever country, and you give them the right to exploit it for the next 100 years. How much do they give you in return? It is not even up to 10%. What they gain from there and what they give you, it has nothing to be compared. That is a level of stupidity that we Africans have that I still don't understand. Why? Because we are thinking about our pockets instead of thinking about the country. So we can get to that extent where we have a 50-50 partnership with them. And like we were saying earlier, it is also high time that we stop running to them for solutions. There was something so embarrassing, that was the most embarrassing thing for me, where a man in France was running behind President Macron, Monsieur Macron, to expose, that is... Vous inquiétez pas, c'était un gros montage. Even if it wasn't, we know that even African leaders, we have problems in Cameroon, and immediately they start calling for WHO, they start calling for the UNO to come and intervene in our issues, whereas we have the capacity to solve our problems ourselves. So that is why they will always think that they are some kind of our fathers, and we are their children, that they have to be the ones to take care of our resources, they have to be the ones to handle all the rich things that we have, because we have shown them that we are inferior to them. Absolument. If we show them that we are big enough to handle our own issues, they will automatically respect us. Oui, bah, c'est bon. C'est vrai quand même que quand on va sûrement vers eux, vous avez raison de dire que on montre tout simplement qu'on est inférieur à eux et que eux ils ont plus. Mais moi je pose la question. Que c'est une relation entre père et fils. Yes. Ouais, bon, ça signifie que nous sommes des fils et ils sont les pères. Alors c'est nous qui sommes les pères et ils sont les fils. Parce que c'est le père qui nourrit le fils. Absolument. Et depuis la nuit des temps, c'est nous qui nourrissons l'Europe et toute la terre entière. Moi je me pose sur la question de savoir comment est-ce que l'Afrique, depuis des siècles, et je me demande bien si les Africains se posent souvent cette question. Ça fait des siècles et des siècles que l'Afrique nourrit le monde entier, mais chaque jour, on découvre toujours de nouvelles richesses sur le sol africain. Vous ne pouvez pas imaginer que pendant des siècles, ça fait, je peux vous dire que depuis que le monde existe, c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Yes. Oui. L'or, l'argent, on va dire, je vais m'oublier les cultures, la banane et tout ça, j'oublie tout ça, l'uranium, le manganèse et tout ce que vous connaissez, le pétrole, tout ça, on nourrit le monde des plus belles lurènes. Prenez le cas par exemple du Cameroun, prenez le cas par exemple de la RD Congo. Tous les jours on découvre de nouvelles richesses, tous les jours on découvre de nouvelles choses. Et
à chaque fois je me pose sur la question, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que hier, ils ont creusé, ils ont pris, ils sont partis avec. Aujourd'hui, on découvre autre chose. Demain, on va encore découvrir autre chose. Dans 100 ans, on va encore découvrir autre chose. Donc, quelque part, l'Afrique est une terre extrêmement riche. Et il est l'heure que les Africains disent, maintenant là, vous et nous, c'est terminé. Il ne faut même pas dire quand vous et nous, c'est égal à égal. Hein. Non. L'Afrique existe avant tous les autres continents. On a souvent tendance à nous dire que non, l'Europe, c'est le vieux continent. Les conneries du dimanche, mais c'est la même personne qui déclare haut et fort que le premier homme était africain. Absolument. La dernière fois, on a découvert, comment on appelle cette dame-là, qui était du côté du Tchad. On a découvert que c'était la première en dehors de Lucie, qui venait de l'Éthiopie. Ça signifie que nous vivons depuis des milliards d'années. Quelqu'un ne va pas venir nous dire que nous sommes le jeune continent. Le jeune continent. Steve, je suivais un débat une fois chez nos confrères de France 2, oui, où c'était justement les Français qui étaient sur le plateau. Et il y a un Français qui disait que il ne sait pas pourquoi on martyrise les Africains, alors que eux, leurs ancêtres, sont des Africains. Bah oui, c'est comme ça. Il a dit que les ancêtres, il est blanc, mais il sait que ses ancêtres sont des Africains. Et déjà, ça dit tout sur ce que nous sommes en train d'évoquer ce matin. C'est-à-dire qu'il faut que les gens reviennent simplement à la raison et comprendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est l'homme vient de l'Afrique. L'homme vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. L'homme vient de la vie. Quand je dis l'homme, la vie vient de l'Afrique. De l'Afrique. La vie vient de l'Afrique. Et donc, on doit simplement comprendre ça. Deux, j'ai parlé de décolonisation, c'est le docteur Macron qui parlait de ça. Décolonisation de la pensée africaine. Tant qu'on a mis en tête, vous savez, je disais sur ce plateau qu'il y a encore des Africains et même des Camerounais qui sont beaucoup plus proches d'être européens que Camerounais. C'est-à-dire, si tu parles de la culture, j'ai vu un phénomène extraordinaire pendant la crise du Covid-19. C'est juste pour digresser un peu. Hein. Des gens qui ne prenaient plus des potions, des décoctions... Que nous prenons tous les jours d'ailleurs. Mais là, la crise du Covid-19, mais tout le monde était de ce côté. Pourquoi? Mais tout le monde, chez nous, c'est que si tu tombes malade, je dis, les simples maux de tête, mais il faut aller à la pharmacie. Si on te voit boire une décoction, on va dire, mais écoutez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Je leur demande, qu'est-ce que vous en savez? Pendant des milliers d'années, on ne se soignait pas avec la médecine moderne. Qu'est-ce que vous en savez? En fait, c'est pour dire simplement que il faut que les gens comprennent que avant ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La plus vieille constitution, elle est malienne. Elle est malienne. Elle date du XIIIe siècle. Les plus vieux os du monde entier viennent de l'Afrique, même si on a encore toujours les os de Patrice Lumumba et ses dents entre les mains d'une jeune fille. C'est quand même bizarre, les gars. Moi, je vous pose quand même la question. Moi, à chaque fois que je lis et que je me rends compte de cette histoire, je me pose plein de questions. Moi, je me rappelle, quand on était petit, quand une grand-mère vous remettait une de ses dents, elle était encore en vie. Et la dent qu'elle vous remettait, elle vous portait chance. Vous savez, quand une personne commence à être vieille, ses dents tombent. Ses dents tombent, et quand les dents de cette personne tombent, vous voyez, c'est une bénédiction. Par exemple, les molaires, quand les molaires tombent, moi j'ai eu ma grand-mère, quand les molaires sont tombés, je suis un jour allé au village chez ma mère là-bas, et puis je l'ai trouvée. Et là, sur le coup, elle vous trace sur le front, elle dit des choses, et elle m'a donné, je pense, 2 dents. On dit, garde ça. C'est de la bénédiction pour nous. C'est la bénédiction. Elle était en vie. Mais vous ne pouvez pas prendre l'initiative que quelqu'un est mort, vous l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. Et vous déclarez haut et fort, je ne sais pas si la réaction pourra nous permettre dans un instant d'avoir d'ailleurs un discours de Lumumba, on me dit que c'est déjà bon. Normalement, on devait également avoir une interview de Gérard Soité qui déclare en Mondovision qu'ils ont découpé à la scie Patrice Lumumba. Il le dit en Mondovision. Il s'appelle Gérard Soité. Ils l'ont découpé en petits morceaux. Avec ses amis, ses 2 compagnons, ils les ont mis dans un fût. Et quand ils les mettent, je vous dis, voilà quelqu'un qui fait une confession. On l'a laissé vivre. Il n'est pas là en prison. Il était même commissaire de police. Vous ne pouvez pas imaginer. À la fin de sa vie, il était commissaire de police. Donc je vous dis qu'il a découpé quelqu'un. Il le dit en Mondovision qu'il a découpé quelqu'un. Il a fini de découper et il dit qu'il a gardé ses dents.
Maintenant, comme héritage, quelqu'un se lève le matin, il prend ça, il dit à sa fille, viens, je t'aime. Je t'aime tellement, mon héritage, c'est ça. Voici les dames de Lumumba, garde-les. Et elle également, sans crier gare, elle vient devant les caméras de télévision, devant la presse écrite, on parle de l'ARD, et on lui pose des questions, elle aussi, elle brandit. Voyez la culture en fait occidentale. Nous sommes des Africains, c'est vrai. C'est la violence. C'est une violence extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez fait du mal, mais vous poussez également votre progéniture à faire la même chose que vous avez fait. Et vous direz que vous avez été un bon père. Moi, je vous pose la question. Et la fille, sans crier gare, elle sera également une bonne mère. Parce que ne soyons pas surpris que certaines dents se retrouvent entre les mains de ses enfants. Absolument. L'héritage familial. Et ça devient un héritage familial. Et ainsi de suite, ad vitam aeternam. Tout le monde dira, c'est l'héritage que notre grand-père nous avait laissé, les dents de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, en tout cas, il faut le préciser, sa fille demande justement ses restes. En tout cas, nous allons suivre justement Patrice Lumumba, père de l'indépendance, il faut le dire, du côté de la RD Congo, c'est d'ailleurs le Zaïre à l'époque, et nous allons le suivre tous ensemble. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie,
leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout court, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays.
de notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Merci à la réalisation pour ces quelques mots. Justement, c'était lors de l'indépendance, c'était l'indépendance du Congo, il faut le dire, hein, de la République démocratique du Congo. C'était le 30 juin 1960 où Patrice Emery Lumumba prononçait d'ailleurs ce discours. Et déjà, il parlait d'égal à égal, c'est entre la Belgique et justement le Congo, enfin qui était le Congo belge. À l'époque, ça il faut le dire, c'était le Congo belge parce que c'était une propriété entièrement et totalement acquise à la Belgique. Faut préciser par ailleurs, hein, Cynthia Ngwemo et Alain Djok, que 6 mois plus tard, le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba sera tué. Et d'ailleurs, Gérard Sauté va déclarer haut et fort qu'il avait choisi le mauvais camp. Oui, absolument. Vous savez que j'ai suivi religieusement ce discours de Patrice Emery Lumumba. Ça tournait autour des aspects que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire égal à égal, partenariat égal à égal. Ensuite, la démocratie. Justement, apparemment, à l'époque, quand vous parliez d'égal à égal, vous étiez un ennemi public numéro 1. Absolument. Ensuite, la démocratie. C'est pour dire qu'on ne vient pas, c'est pas une invention récente. D'aujourd'hui, non. C'est depuis qu'on parle, nos pères parlaient de la démocratie. Pour ceux qui, tout le temps, veulent nous, justement, montrer qu'ils ont la démocratie. Ils ont la démocratie depuis. Nos pères parlaient de la démocratie depuis. Ça, je ne savais pas. Je viens de découvrir que, mais, écoutez, c'était des gens, c'était des éclaireurs. En réalité, ces héros-là, c'était des éclaireurs. Maintenant, Patrice Emery Lumumba, ce que je voudrais quand même dire, c'est que vous parliez tout à l'heure de ce discours. Après, justement, ce discours, 6 mois après, il a été tué. Il a été tué. Parce que, quand vous écoutez ce discours, mais, écoutez, c'est un peu un discours qui démontre que justement que ils veulent prendre les rênes de leur pays, c'est-à-dire ils veulent prendre les choses en main. Ce n'est plus comme avant. Et quand il dit, là j'étais très content de savoir, quand il dit, les expatriés qui sont chez nous, qui ne vont pas respecter nos lois, vont être carrément expulsés. Et il dit en revanche que ceux qui vont par contre respecter, je demande de les laisser tranquilles et de les respecter. Et de les respecter. Voilà. Je pense que il s'enorgueillit ou s'enorgueillissait, n'est-ce pas, de déclarer haut et fort que aujourd'hui tout reste entre les mains justement des Congolais. Oui.
Donc, c'est une bonne chose de savoir que déjà en 1960, on avait des gens qui pouvaient déjà taper justement du poing sur la table et dire que justement, nous sommes des pays justement souverains, même indépendants, même si c'est pas le cas aujourd'hui pour ceux qui sont là. J'ai dit, pour ceux qui sont là encore, ils pensent que nous sommes encore même avant 1960. Parce que leur agissement démontre à suffisance que justement, il y a ceux qui pensent encore que nous sommes même encore au temps du précambrien, pas même du secondaire, mais du précambrien encore, où c'était comme ça, vous devez justement suivre ce que justement... Le suivisme de l'Occident. Absolument. Et donc, c'est une bonne chose. J'ai justement découvert... Vous n'avez pas vu la ressemblance? Patrick Emery Lumumba et moi? Non, arrêtez les bêtises. Justement, Cynthia Ngoma, vous avez suivi comme nous, hein, Patrice Emery Lumumba, 6 mois seulement après justement ce discours. Bon, le discours a eu lieu le 30 juin 1960 et lui il est mort le 17 janvier 1961. Et d'ailleurs, lorsqu'on part regarder les archives des uns des autres, on va se rendre compte que pour beaucoup de Belges, et sans oublier bien sûr certains espions américains qui étaient sur le sol congolais, ils vont déclarer qu'ils avaient choisi le mauvais camp. En fait, le mauvais camp, c'est de choisir son peuple, c'est de choisir ceux qui étaient justement de son peuple, ce qui était vraiment bizarre, à se poser des questions. Yeah, that statement is a clear evidence that with that speech that he gave on that day, it's like he signed his death warrant. That speech seems to be his death warrant, to note that 6 months after he gives that speech where he fully affirms the strength and the independence and the equality of Belgium and Congo, that is like, it is a sad thing to say that because you choose your country over your oppressors, you have signed your death warrant and you have to pay by your life. And you see that the same issues, just like Njog was saying earlier, that the same issues we are facing today, the same issues where we are battling with we are battling with the Western world taking over us and giving us barely 10% of what is our own. Those issues have been existing since, and you see that even he back then, over 60 years ago, he was already affirming that Belgium and Congo are on a 50-50% agreement. So if it was possible back then why not today? It is something that they had wanted back from those days, but unfortunately those who are there today, somehow we can even say that these heroes fought for nothing. Non, ils sont pas morts pour rien, ça nous savons. To an extent, because they fought for things, they wanted that equality, they wanted Belgium to be a separate country from Congo, and as well for other African countries, they should be at the same level, at least at a 50-50%. C'est ce que nous voulons encore aujourd'hui. But those who are there today, they are not practicing that. They are not even able to put that into application, to apply something that our forefathers fought for. And they have made things easy. They gave their life. They made things easier for us. So why can we not make it happen for ourselves? Or are they supposed to raise from the dead and come and do it themselves again? So they have already paved the way for us. And what we are supposed to do is simply to apply Justement, de mettre tout cela en application. Exactly. But we still keep creeping behind them and behaving as if to say they are gods. And he was an extremely courageous man. And he really deserves to be called a hero or the father of the nation, because that was a really outstanding thing. And equally, the way he shows his that's the authority and the strength of Congo, he insists that those people there who don't follow, that's the foreigners in Congo who do not walk by the rules of the country, should be expelled. Does that really happen today? You see how people leave whatever France or whatever other European country, they come here and they walk on us, they take our property, they even maltreat Cameroonians, and they are still given the favor. They are even clapped for, and nothing happens to them. Whereas that was not supposed to be the case. We are at home and we are supposed to have the privileges normally. Justement, messieurs, mesdames, nous allons justement regarder, hein, vous qui êtes à la maison, vous allez voir les déclarations de Gérard Soto, qui va nous dire tout simplement que oui, il a les dents de Patrice Lumumba, il l'a tué, il l'a découpé à la scie. Et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur. On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec 2 de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps. C'était un ordre, c'était officiel.
On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Van de Waal, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Ludo De Witt est l'auteur d'un livre sur l'implication des Belges dans l'assassinat de Lumumba. Humo a recueilli les confidences de Gérard Zout. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Et oui, nous aussi nous demandons justement à la Belgique de retourner les reliques, il faut le dire, les dents de Patrice Lumumba à sa terre mère, à sa terre natale, la République démocratique du Congo. Mais il faut préciser par ailleurs qu'après justement cette interview, il faut préciser que, eh bien, Gérard de Zout a remis les dents à sa fille. Oui, ça il faut le dire. Oui, peut-être que bon, là maintenant nous comprenons, il dit que pour lui c'était une preuve que si un jour on venait lui demander, il allait sortir que oui, voici les dents, il était là, il disait la vérité. Steve, c'est une histoire terrifiante. C'est-à-dire, quand j'écoute cela, j'ai la chair de poule. À savoir que on peut tuer un humain, un homme comme ça, et puis sans avoir des remords. Vous voyez comment, c'est-à-dire quand on regarde l'aspect de celui qui a commis justement tout cela, et ça lui laisse à 37, comme on dit. C'est-à-dire, il le dit... Ça ne l'émeut pas du tout. Ça ne l'émeut pas du tout. Il le dit, justement, sans avoir froid au dos. C'est quand même très, très, très horrible. Et que, jusqu'aujourd'hui, il est là. Mais même si, à l'âge là, on peut dire qu'on ne peut pas le mettre en prison. Et au moment où on était en train de faire, justement, cette interview, il disait que c'est avant-hier que, justement, on est venu le voir. Hein. Lui est venu le voir pour lui demander, mais dis donc, on va t'accuser pour ça. Il dit que c'est à partir de là qu'il ne dort plus. Hein. Oui, mais il a tué un être humain, ou des êtres humains. Et il arrive à dormir sereinement. Mais ça continue justement à faire comprendre à ceux ou à nous qu'il considérait ceux qui étaient là-bas comme des animaux. C'est pour ça qu'on nous appelait d'ailleurs des nègres. Pour eux, on n'était pas très différents des chimpanzés, des singes et tout ce que vous connaissez. Vous tuez un être humain et vous restez zen, sans avoir de remords, rien ne vous émeut. Je crois que c'est quand même... Quand j'écoute le discours de ce monsieur, j'ai envie d'entrer peut-être... Il a dit qu'il est allé en mer, hein. Il n'y a que lui seul qui connaissait là où se trouvaient les dents. Mais je dis encore pour nos téléspectateurs, plus tard sa fille va nous montrer justement les dents de Patrice Lumumba. On veut bien voir ça là. Well, I think that what he said about disposing of the teeth that he kept away and saying how he doesn't sleep at night, I think maybe that's just a cover-up. Like he said, that just 2 days before then, somebody came and saw him and telling him that he might be accused of murder. Yes. So he thinks that saying that he got rid of the teeth and then showing, I don't know, a bit of saying that he shows that he has remorse and not actually showing the remorse. I think maybe it is a way of trying to get the thing off his back. Like to say that, no, I'm not concerned, I regret what I did, and I don't even have the teeth anymore. But the truth remains that he handed it to his daughter, like you said, and the daughter would not be asking for the teeth if she did not know that the teeth were still there. If they had thrown it away, then why would she ask for it? Who should even ask it from? So the truth remains that it is a horrible thing. The teeth are there, and
he doesn't have any remorse. Because, you know, it is not just saying that I don't sleep at night, I regret it. It is actually showing it. When he talks about it, you see that it makes no difference to him. It's like he killed a dog. It's like there's no difference to him. Oui, absolument. So, ça le fait sourire d'ailleurs. Yes, he's indifferent. Pour lui, bon, Patrice Lumumba. And at the same time, he says that there were people there who could have stopped the killing and they didn't do anything. Ils étaient là. Ils voulaient en finir avec cette histoire de Lumumba. C'est ce qu'il dit. Et personne l'a arrêté. Hein. Nobody stopped him. Everybody just sat there and watched him do it. So, bon, vas-y, fais-le. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui pouvaient se faire le plaisir justement d'éliminer ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, sans que rien ne les arrive. Messieurs, il fallait bien sûr que Patrice Emery Lumumba rentre dans l'histoire. Eh bien, il sera assassiné justement le 17 janvier 1961. 60 ans plus tard, après l'indépendance justement de la République démocratique du Congo, eh bien, on parle toujours de Patrice Emery Lumumba comme le père de l'indépendance du Congo belge. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin, hein, Cynthia Ngomo. Ce fut assez difficile, fructueux, mais on s'en est sorti. Oui, absolument. Oui, merci, je vous dis merci. Et je pense que des expériences comme celle-là, il en faut parfois une fois dans la vie. Absolument. Il en faut toujours. On n'a pas eu nos invités ce matin à cause de cette grande pluie qui tombe dans la ville de Douala. On espère tout simplement que nous serons là demain avec eux sur un autre sujet. Mais bon, si vous avez besoin que nous revenions sur ce sujet, vous n'avez qu'à nous écrire. Hein. Et nous allons faire justement un effort avec nos invités de revenir sur le sujet. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Eh bien, restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous. Et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.